Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Nous sommes le 30 juillet 2024 et voici les principaux titres de ce journal. La FENASEB réclame la libération immédiate d'Emilienne Sibomana. Le président de cette fédération des syndicats va s'exprimer au début du journal. Et la carence de farine de maïs signalée depuis une dizaine de jours dans plusieurs prisons du pays. Certains détenus demandent au gouvernement de ne pas les laisser mourir de faim. Et la communauté est-africaine demande aux pays membres de protéger leur population contre la variole du singe qui a déjà fait de nombreuses victimes, surtout en République démocratique du Congo. Voilà pour le sommaire. Le développement du journal, c'est tout de suite. Je vous le disais tantôt, la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi demande avec insistance à la Cour d'appel de Gitega de procéder à la libération immédiate d'Emilienne Sibomana, secrétaire au lycée technique Chris Roy. Au cours d'un point de presse animé ce mardi, Antoine Manouma, président de la FENASEB, a indiqué qu'aucune raison ne pourrait justifier le maintien de cette syndicaliste en prison depuis plus d'un mois, alors qu'elle a été acquittée, bien que le parquet général près la cour d'appel ait interjeté appel en cassation. Suivez plutôt Antoine Manouma, c'est le président de la FENASEB. Il y a un mois que notre camarade Soumana Emilienne est acquitté par la cour d'appel de Gitega après qu'elle était chargée de dénonciations harmonieuses à l'endroit de l'abbé Karutimana Loha, directeur de l'école technique Christi Roy, où Soumana Emilienne était employé comme secrétaire. Jusqu'à nos jours, elle n'est pas encore libérée sous prétexte que le parquet général près la cour d'appel de Gitega a interjeté appel en cassation. Au regard de la loi, Soumana Emilienne devait être libérée aussitôt après son acquittement par la cour d'appel, car le délit dont elle est accusée n'est pas susceptible de cassation. La démarche entreprise par le parquet général près la cour d'appel de Gitega de maintenir Soumana Emilienne en prison n'étonne personne, car c'est lui qui a pris la responsabilité de charger Soumana Emilienne depuis le tribunal de grande instance de Gitega. Pourtant, cette dernière instance judiciaire dispose d'un parquet propre à elle, d'où une anguille sous roche. La Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB, demande avec insistance à la cour d'appel de Gitega de procéder à la libération immédiate de Sibomana Emilienne dans le respect de la loi, car aucune raison ne justifie son maintien en prison. Pour rappel, c'était le 28 juin 2024 et lorsque la cour d'appel de Gitega a annoncé l'acquittement d'Emilienne Sibomana, secrétaire au lycée Chris Roy de Mushasha à Gitega. Il a fallu attendre jusqu'au 10 juillet pour qu'Emilienne Sibomana ait la signification de jugement. Selon les experts en matière judiciaire, Emilienne Sibomana ne devait plus rester un jour de plus dans la prison dès son acquittement, peu importe qu'il y ait appel ou non. Il faut également rappeler qu'en date du 27 juillet 2023, devant 3 ministres dont celui de l'éducation, en réunion au chef-lieu de la province Gitega, Emilienne Sibomana, secrétaire au lycée Chris Roy de Mushasha à Gitega, avait révélé que l'abbé Laurent Nakarutimana, directeur de cet établissement, abuserait sexuellement de certains élèves. Puisque nous parlons justice, 5 membres du parti CNL de la commune Ngozi, c'est dans la province Ngozi, ont été acquittés par la cour d'appel de Ngozi. Ils avaient été accusés d'avoir fait des réunions non reconnues. Ils avaient été arrêtés le 23 décembre 2023. Ces militants du CNL demandent à la cour d'appel de Ngozi d'acquitter aussi les 6 autres membres de ce parti de la commune Busiga qui sont toujours incarcérés dans le même dossier. Les détenus
détenus dénoncent la carence de la farine de maïs dans plusieurs prisons du pays. Les prisons centrales de Gitega, Ruyigi et Muramvya totalisent plus de 10 jours sans farine de maïs destinée à l'alimentation des détenus. Comme conséquence, certains prisonniers sont de plus en plus affaiblis à cause de la faim, une faiblesse allant jusqu'à l'évanouissement. Dans ces prisons, il s'observe également certaines maladies. Plus de détails avec Elvis Nyomungere. Quand on arrive à la prison de Gitega, on est pris de consternation et de compassion. Les prisonniers y détenus passent les journées agrippés sur les grilles à la fille de tout bienfaiteur qui pourrait leur laisser quelques miettes ou un peu d'argent. La raison qui pousse ces prisonniers à demander de la sortie est le manque de farine de maïs qui perdure depuis 15 jours. Selon notre source, les détenus de place ne sont non que de haricots uniquement et en quantité très infime, ce qui fait que les prisonniers et détenus commencent à souffrir de diarrhée, tandis que d'autres dorment à même le sol, ventre contre sol, pour essayer de calmer les faim. C'est toujours notre source. Les plus touchés sont ceux ne recevant pas de visite et ceux incarcérés loin de les provinces d'origine. La situation est identique dans les prisons de Ruyigi et Muramvya. Là aussi, les détenus sont rationnés en haricots seulement et c'est depuis 10 jours. Inquiets, des familles ayant les leurs détenus dans ces prisons demandent aux personnes habilitées de faire tout le possible pour que cette farine soit disponible dans les plus brefs délais avant qu'il ne soit trop tard. Et ces familles doivent rappeler que même si les parents sont privés de liberté, ils gardent les autres droits en tant qu'êtres humains. Dans un instant, nous parlons gouvernance. RPA. Le président de la République, Évariste Ndayishimiye, et son épouse, Angeline Ndayishimiye, sont accusés de spolier des terres appartenant à la population en passant par certains services publics. Nombreuses familles se sont vues spolier leurs terres se trouvant dans le site Kiang et en zone Buterere pour être délivrées par la suite à un certain Fabrice Manirakiza. Ce dernier se présente comme investisseur dans la construction de maisons appartenant aux Burundais de la diaspora. Éloge divin Remèche. Plusieurs Burundais ont déjà vu à travers différentes plateformes comme YouTube, X et Facebook des publicités qui annoncent des projets de construction de maisons en cours au site d'Okiange, plus précisément au quartier Miroir. À la tête de ces projets se trouve un certain Fabrice Manirakiza qui affirme que ces projets de construction concernent en grande partie des Burundais de la diaspora. Le nommé Fabrice Manirakiza est un Burundais et a vécu en Australie avant de retourner dans son pays natal. Il est présenté par certaines sources comme étant un individu très proche de la famille présidentielle. À l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, au Bura en sigle, des sources de la RPA qualifient de sans nom les magouilles qui sont en train d'être opérées ces derniers temps par ce Fabrice Manirakiza. Mis à part la spoliation de terres domaniales et l'appropriation de certains projets dont l'État était l'initiateur, c'est actuellement la spoliation de terres appartenant à la population qui est en vogue, d'après nos sources à l'Obura. Ces dernières nous ont également révélé que certains propriétaires de parcelles spoliées sont venus chercher du secours auprès du commissaire général de l'Obura, mais en vain. Le commissaire général de l'Obura, Leonidas Niwigira, est cité par nos sources comme étant plutôt un protecteur de Fabrice Manirakiza. Les deux sont pointés du doigt qui sont en train de préparer de faux documents qui attestent que les parcelles de Kiang spoliées à certains individus ne les appartiennent pas. Nos sources au sein de l'Obura font aussi savoir que les ordres à exécuter pour permettre la réussite de ces magouilles émanent directement du bureau de la présidence. Et ces sources d'ajouter que les maisons dont Fabrice Manirakiza est en train de construire appartiendraient à la famille présidentielle. Ce qui frustre plus d'un parmi ces agents de l'Obura, c'est que certains projets de Fabrice Manirakiza en cours de réalisation appartiennent à l'État qui devrait en principe les réaliser au profit de la population. La rédaction de la RPA a cherché depuis un temps le nommé Fabrice Manirakiza afin de recueillir sa réaction, mais il n'a jamais décroché son téléphone portable et non plus il n'a pas répondu au message écrit. Dossier à suivre.
Le secrétariat général de la communauté de l'Afrique de l'Est appelle les États membres à éduquer leurs citoyens sur la manière de se protéger et de prévenir la propagation de la variole du singe. Selon le secrétariat général de l'EAC, les États membres doivent fournir les informations nécessaires sur la maladie et prendre des mesures préventives. Dani Claire et la Troumva. Le Burundi a confirmé 3 cas de Mpox à Bujumbura et à Issali, vérifiés par les laboratoires nationaux et l'OMS. C'est dans ces termes que le secrétariat général de l'EAC a commencé dans son communiqué du 29 juillet 2024. Le communiqué ajoute que depuis 2022, la RDC a recensé plus de 21 000 cas et plus de 1000 décès selon l'OMS. En 2023, on a recensé 14 626 cas et 654 décès et fin mai 2024, 7 851 cas et 384 décès avaient été signalés. Les experts de la santé précisent le communiqué ont identifié une nouvelle souche du virus dans une partie du pays. Étant donné que le Burundi est limitrophe de la RDC, du Rwanda et de la Tanzanie, tandis que la RDC est limitrophe de 5 États partenaires de la CAI, la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda et le Soudan du Sud, la secrétaire générale adjointe de l'EAC en charge des infrastructures des secteurs productifs, sociaux et politiques a signalé l'importance de prendre des mesures préventives pour minimiser la propagation du Mpox. Les États membres de la CAI doivent fournir des informations nécessaires sur la maladie et prendre des mesures préventives, a déclaré l'honorable Andrea Ague-Arik Malouef. Pour elle, la communication factuelle sur les risques, l'engagement communautaire et une surveillance renforcée sont des étapes cruciales pour gérer la maladie. Pour le communiqué du secrétariat général, les personnes soupçonnant une infection par le virus Mpox doivent s'isoler et consulter immédiatement un médecin. Le communiqué annonce qu'un vaccin contre le virus Mpox est disponible, mais que l'OMS recommande la vaccination en priorité aux personnes à haut risque d'exposition. L'EAC annonce enfin qu'elle convoquera une réunion d'experts de la santé pour délibérer sur la situation. Le phénomène des enfants en situation de rue constitue un grand problème pour le pays que le gouvernement ne devait pas négliger. C'est ce qu'indique le sociologue Gaspard Kirombo, qui fait savoir qu'il s'agit d'un phénomène contre nature pour les enfants qui se considèrent comme délaissés et abandonnés par leur famille et par l'État. Suivez plutôt le sociologue Gaspard Kirombo. Le phénomène des enfants de la rue, c'est un phénomène qui est même un drame, surtout quand il s'agit des enfants. Je dis que c'est un drame parce que c'est un phénomène contre nature pour les enfants, un phénomène qui manifeste que dans notre société, les droits de l'enfant ne sont pas assez respectés et promus. Le premier droit de l'enfant, le plus basique, c'est le fait d'un maman et d'un papa, des parents qui aiment l'enfant et qui l'accompagnent dans son évolution humaine. L'échec de la mission éducative des parents en particulier et de la société en général. Le droit à une éducation faite d'amour, faite de soins, de protection et d'accompagnement est un droit qui devrait être offert et c'est malheureusement tout cela qui manque aux enfants dits de la rue. Pour moi, les causes des enfants de rue seraient surtout liées à plusieurs raisons. Une des raisons, c'est les naissances qui sont provoquées par des situations dramatiques comme les viols. Les viols d'adolescentes non encore adultes responsables, les viols de femmes en situation de précarité, le viol de femmes malades mentales. Mais il y a aussi des naissances qui résultent de grossesses non désirées. Et il y a aussi, on peut citer l'irresponsabilité des parents, parce que ça existe aussi, mais sans oublier les conflits permanents dans les familles, surtout entre parents ou entre parents et enfants. Évidemment, je ne pourrais pas ne pas citer l'insuffisance, voire l'absence de l'éducation des jeunes à la vie socio-affective, c'est-à-dire l'éducation au respect de soi et des autres. Alors, quelles sont les
conséquence quand tout cela apparaît, c'est que ces enfants peuvent se sentir mal aimés, ils peuvent même être maltraités, ils peuvent être abandonnés et même poussés dans la rue. Ces enfants finissent par croire qu'ils ne sont pas du tout aimés, que personne ne peut prendre soin d'eux, que personne ne veut les accompagner dans la vie. Gaspard Kirombo interpelle ainsi le gouvernement pour s'occuper davantage de ces enfants en situation de rue et de mendicité. Il faut également encourager les associations qui aideraient ces enfants à réintégrer dans leur famille, selon toujours le sociologue Gaspard Kirombo. Ces enfants, ne bénéficiant plus de cadre naturel d'humanisation, c'est-à-dire la famille, ils finissent par tomber dans des gangs qui, pour survivre, utilisent tous les moyens de la jungle, les vols, les violences, les viols, les stupéfiants, et ces phénomènes-là déshumanisent davantage les jeunes. Et donc ça devient un danger pour les enfants et même pour la société. Pour répondre à un cadre comme celui-là, à un drame comme celui-là, je pense qu'il faut des actions spécifiques, notamment qu'il faudrait former des éducateurs de rue et les envoyer en mission auprès de ces enfants de rue, comme intermédiaires entre ces enfants et la société en général, mais aussi en préparant leur retour dans les familles. Mais aussi, il faudrait repérer les familles de ces enfants de rue et vérifier si leur situation est viable. Parce que la seule bonne solution, c'est que ces enfants retrouvent leur famille. La réinsertion dans les familles de ces enfants serait la meilleure solution. Et donc, organiser la réinsertion et aider les familles à accueillir ces enfants. Mais si ces familles ne sont pas viables, pourquoi ne pas chercher des familles d'accueil et encourager ces familles à accueillir ces enfants de rue? Les remettre à l'école avec l'accompagnement de leur famille, mais aussi je pense qu'il faut des actions plus globales, notamment lutter sérieusement contre toutes les situations qui génèrent les enfants de rue. Une autre action qui serait importante, c'est d'accompagner les filles violées, accompagner les filles mères et les femmes seules, mais aussi donner de véritables moyens d'action ou d'association qui encadrent les enfants, les jeunes et les familles pour l'éducation à la vie socio-affective. Et j'ai comme l'impression que ces politiques qui sont mises en place ignorent un phénomène que ces enfants, pour qu'ils arrivent dans la rue, ce sont des enfants qui manquent certaines références. C'est des enfants qui pensent qu'ils ne sont pas aimés, qui pensent qu'on ne prend pas soin d'eux et personne ne peut prendre soin d'eux, et qui pensent que personne ne veut les accompagner, et donc ils doivent se débrouiller dans la nature. Et dans ce cas, les rassembler, surtout les rassembler de force, ça ne répond pas à leur situation. La meilleure manière, c'est d'abord d'envoyer des éducateurs de rue pour d'abord les écouter, pour leur parler régulièrement et les préparer éventuellement au retour dans les familles, leur faire comprendre qu'ils ne sont pas lâchés dans la nature, pour que le moment venu, on leur propose que ce ne soit pas les ramasser de force, mais il faut leur proposer de renouer avec leur famille, de renouer avec leur société, et dans ce cas-là, ils pourront éventuellement y répondre. Quand on voit ce qu'ils vivent comme mentalité, les ramasser dans les rues, ça devient une violence contre eux, et ils vivent cela comme une violence de la police ou de l'administration, et c'est pour cela qu'ils ne répondent pas favorablement à cela. Il ne sert à rien de parler d'un nouveau gisement minier au Burundi, car de tels gisements ont été découverts dans le pays depuis très longtemps. C'est du moins les propos du président de la PARSEM. C'est après que le président Evariste Ndayishimiye a récemment informé les Burundais de la découverte d'un nouveau gisement minier en commune Usoni dans la province Kirundo. Selon Faustin Ndikumana, le directeur national de la PARSEM, le plus important est de se demander pourquoi le Burundi ne profite pas de ces gisements miniers. Pour PARSEM, la question fondamentale, ce n'est pas l'existence des sites miniers, des gisements miniers, mais demain on peut en découvrir d'autres. On nous a dit depuis longtemps que le Burundi, le sous-sol Burundi regorge différents minéraux, le nickel, d'autres minéraux associés comme le cuivre, il y a l'or, récemment les terres rares, le coltan, les minéraux de 3T. Le sous-sol Burundi, depuis longtemps nous sommes habitués à des annonces nous disant que nous avons un sous-sol très riche. Mais la question, pourquoi l'exploitation minière n'a jamais profité
profiter au pays, aux citoyens, pour contribuer réellement au développement économique, pour tirer le Burundi de ces affres de la pauvreté indestructible. C'est regrettable de voir un pays qui regorge de richesses minières, mais qui éprouve des difficultés économiques actuelles, des difficultés économiques singulières, de manque de devises, de manque de produits de première nécessité. Alors, passez le conseil ce qui suit. D'abord, il faut que les institutions jouent leur rôle avec compétences en ressources humaines et matérielles et financières. Si on analyse, le ministère de l'énergie et des mines a un budget annuel l'année passée de 100 milliards, cette année 223 milliards pour l'étude géologique et minière. Des fonds sont alloués chaque année pour faire des études géologiques et minières. On déjà voit des résultats. L'Office burundais des mines et des carrières a un budget d'équipement de plus de 200 millions de francs. C'est un budget pour aider à l'office minier d'avoir une mainmise de suivi et de contrôle sur toute question minière. Même depuis longtemps, sous le régime Bagaza, on a toujours donné une cartographie des mines pour notre pays. Il y a, donc, quand on a élaboré le CSLP-1, le CSLP-2, la vision 2025, on a toujours dit la contribution du secteur minier dans le développement économique, en nous présentant une cartographie qui montre les sites déjà identifiés comme au de gisements miniers. De plus, Faustin Ndikumana demande au gouvernement burundais d'arrêter de travailler avec des gens non expérimentés dans l'exploitation de ces gisements miniers, car cela ne fait qu'enrichir un groupe d'autorités, selon Faustin Ndikumana, que je vous prie de suivre encore une fois. Deuxièmement, il ne faut pas toujours se fier à l'exploitation artisanale. L'exploitation artisanale à travers ces coopératives minières, nous l'avons vu, ça profite à une poignée d'hommes. L'exploitation artisanale, ça profite à une poignée d'hommes politiques en collision avec ces soi-disant détenteurs propriétaires de coopératives minières. Il faut une exploitation industrielle qui respecte toutes les étapes. D'abord la prospection, la recherche, qui doit même aller en profondeur pour voir la quantité des réserves minières et l'opportunité même d'exploitation. L'étude de faisabilité qui montre si vraiment il y a nécessité d'exploiter le gisement minier par rapport aux résultats financiers qu'on pourra avoir. Parce que l'étude de faisabilité montre si vraiment on va avoir bénéfice par rapport à l'exploitation minière engagée. L'étude d'impact environnemental pour voir si l'exploitation minière ne cause pas de taux, ne cause pas de dommages collatéraux liés à la situation de la fertilité des sols ou autre. Et il faut choisir les compagnies faisant la prospection, la recherche dans la transparence. Personne aussi conseille le gouvernement d'adhérer à l'IT. L'adhésion à l'IT est très fondamentale pour s'ouvrir à la transparence. C'est l'IT qui assiste les pays surtout pauvres, moins développés au niveau de la signature des contrats miniers pour les assister techniquement, pour ne pas signer des contrats déséquilibrés. Vous savez, les multinationales se comportent comme des rapaces et quand ils font face à des gouvernements faibles, des pays pauvres, il y a tendance à signer des contrats déséquilibrés. L'exemple est que le président de la République vient d'annuler certains contrats signés avec des multinationales au niveau de l'exploitation des terres. L'adhésion à l'ITIE est très fondamentale. L'initiative de transparence des industries extractives. Il faut aussi justement tirer les leçons du passé. Pourquoi des contrats ont été annulés? Pourquoi des contrats ont été annulés? Il faut un audit pour donner des recommandations claires, en bonne et due forme, pour que le secteur minier soit vraiment promoteur du développement économique dans notre pays. Pour clore cette édition, la Régie des eaux a encore une fois promis au Burundi qu'il y aura très bientôt un léger mieux dans la distribution de l'eau potable. C'est le directeur général de la Régie des eaux qui l'a annoncé ce mardi lors d'une conférence de presse où il a affirmé que le matériel était déjà disponible. C'est notamment les pompes d'une valeur estimée à 4 millions d'euros. Docteur ingénieur-major Albert Manigomba indique toutefois que dans la mairie de Bujumbura, la solution de manque d'eau potable sera totalement résolue après la construction d'une station de pompage.
Le rationnement de l'eau existe au pays. Je vous ai dit premièrement que le matériel qui distribue de l'eau est utilisé à plus de 85% et l'eau a fortement diminué. Même si l'eau était neuve, il était destiné de distribuer de l'eau jusqu'en 2005 et puis la ville a été grande et c'est pour cela qu'on procède au rationnement de l'eau. Mais je voudrais annoncer à la population que nous faisons de notre mieux avec le nouveau matériel et ses tuyaux. Il y aura un deuxième. À partir de demain, nous débuterons à monter ces pompes que vous avez vues. Nous espérons que la production sera ainsi augmentée. Mais pour une solution durable, je ne peux pas dire que ça sera pour tel mois ou telle année. Je serai en train de mentir. C'est une question difficile à répondre. Je vous ai dit que pour qu'il y ait une solution durable à ce problème de manque d'eau à Bujumbura, il faudrait qu'il y ait une grande station de pompage. Et on va la faire avec le bailleur qui nous aide. La station ne se construit pas en 2 ans. Peut-être l'on peut le construire en 3 ans. Et à cela, il faut ajouter la procédure de la disponibilité des fonds. Ce qui nous aide ont leurs méthodes qu'ils appliquent et ça prend vite. Mais j'aimerais rassurer à la population que nous ferons de notre mieux. Autre élément concernant la production de l'eau est que nous avons un projet de purifier des rivières qui se jettent dans le lac Tanganyika. Le directeur général de la Régie des eaux tranquillise également les habitants de la capitale politique Gitega, dont les étudiants du campus Zégué. Albert Manigomba promet que là aussi, le vieux matériel sera remplacé. Je vous ai annoncé que ces nouvelles pompes vont remplacer celles qui existaient dans presque tout le pays. Concernant le campus de Zégué, ils utilisent de l'eau des forages, donc l'eau du sous-sol. Vous avez vu que parmi ces pompes, il y en a celles qu'on utilise dans le sous-sol. Et on va les transporter à Gitega pour aider. Là aussi, les pompes étaient vieilles et la production a diminué. Il faut également savoir que la ville de Gitega est devenue grande. C'est pour cela que nous sommes en train de construire d'autres forages à Gitega et c'est un projet que nous allons réaliser avec la Banque mondiale pour distribuer de l'eau dans cette ville. Il y a aussi une étude en cours pour la purification de la rivière Ruvubu. Cette étude est en train d'être faite par les Français et le projet est déjà très avancé. Lors de cette conférence de presse, le directeur général de la Régie des eaux a aussi fait savoir que le ministère de la Santé publique leur a demandé que l'eau soit disponible pour que les citoyens luttent convenablement contre la variole du singe. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 30 juillet 2024. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Niwasumba. Au revoir.